Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session de 2022. On est ravis de vous retrouver. On a fait un petit break d'une semaine histoire de recharger un peu les batteries et de revenir au top. Tout d'abord, on vous souhaite une excellente nouvelle année. La santé, bien sûr, du basket, encore du basket, plus trop de safety protocol et compagnie, et qu'on puisse voir les joueurs qu'on a envie de voir jouer sur le terrain. Et on espère pas de blessures non plus pour les stars ou même les autres joueurs, histoire qu'on puisse vraiment avoir la saison qu'on mérite en tant que fan de basket. Pour cette première émission, je suis ravi de retrouver mes deux acolytes. L'équipe est à nouveau au complet avec l'homme du Grand Nord, Antoine Pimel, et Shai Mamou pour ce premier numéro de 2022. Tout d'abord, comment ça va les gars? Comment vous avez passé les fêtes? Comment ça s'est passé pour vous? Tranquille, au Canada. Donc un beau voyage, Et ça faisait longtemps. on l'a pas fait en news sur Basket Session, mais les Raptors songeaient à faire signer Antoine Pimel Ouais, pour un contrat ouais, de 10 jours. je suis pas passé loin du 10 day. J'étais pile là-bas 10 jours, ça marchait, hein. Franchement, j'aurais pu jouer contre les Warriors. Tu me mettais dans le corner. J'aurais pas beaucoup défendu, mais ça aurait été très drôle de me voir défendre sur Jonathan Kuminga. Mais Moi, j'aurais préféré devoir défendre sur Andrew Wiggins pour voir s'il aurait été revanchard ah, après. pff, ah ouais. Il aurait été motivé contre moi, c'est ça le problème. Il m'aurait mis 40 points. Bon, voilà, en gros, de toute façon, pour 2022, il y a plein de choses qu'on a hâte de voir d'un point de vue basket. Et c'est un petit peu la thématique de ce podcast aujourd'hui. On s'est posé la question de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de voir dans cette nouvelle année basket et notamment pour la fin de saison. On a détaché, démarqué deux grandes thématiques autour de quatre équipes pour être plus précis. Tout d'abord, il y a deux équipes qui nous ont beaucoup plu depuis le début de cette année, qui cartonnent depuis le début de cette année. Et la question qu'on se posait de savoir, ce qu'on a hâte de voir, c'est si ce sont uniquement, entre guillemets, des équipes de saison régulière ou est-ce qu'elles pourront confirmer en playoff et aller chercher, aller embêter des équipes qui étaient annoncées comme contenders en début d'année. On va commencer tout simplement par les premiers à l'Est à l'heure actuelle, les Chicago Bulls, un bilan de 25 victoires pour 10 défaites, 8 victoires de suite, premier donc à l'Est devant Brooklyn. Alors, pas vraiment une surprise vu leur très bon début de saison, mais ce qui est impressionnant avec cette équipe, c'est qu'on a le sentiment qu'elle est en train de continuer à monter en pression. Et donc, la question de savoir, c'est est-ce que cette équipe peut et va confirmer ses résultats en playoff? Est-ce que c'est devenu une espèce d'épouvantail à l'Est? Ou est-ce que, sans vouloir faire injure à d'autres équipes, on pourrait se dire que c'est finalement peut-être le Utah Jazz de l'Est, une belle équipe de saison régulière, mais qui risque de montrer ses limites en playoff? Ou même pour ceux qui ont un peu de mémoire, est-ce que ce serait pas est-ce que les Chicago Bulls de DeMar DeRozan ne seraient pas les Toronto Raptors de DeMar DeRozan, pardon? Voilà un petit peu la question. Moi, je suis curieux d'avoir votre avis sur ces thématiques. On va peut-être commencer avec celui qui vient du Canada, donc terre des Raptors, dont une partie des meilleures saisons ont été vécues avec DeRozan avant le titre, bien sûr, de 2019. Antoine, qu'est-ce que tu penses de Chicago et de son statut aujourd'hui? Mais si je reprends les deux comparaisons que tu as faites, que ce soit le Jazz ou les Raptors de DeRozan, je vais te dire oui, mais pas dans le sens péjoratif du terme en fait. Dans le sens où, ok, c'est deux équipes qui n'ont pas gagné le titre, mais pour les Raptors de DeRozan, c'était quand même une excellente équipe qui avait juste le malheur de se retrouver face à LeBron James 2 années sur trois et aucune équipe de l'Est de cette époque n'a de toute façon fait mieux. C'est-à-dire que bon bah voilà, tout le monde se faisait sortir par LeBron. Il n'y a que les Pacers de Paul George qui les ont fait douter à un moment, qui ont poussé le hit en 7 manches, mais sinon c'est tout le monde s'est fait plier par LeBron, donc il n'y a pas de honte. Je pense que ça restait une excellente équipe. Je pense que le Jazz, pareil, est une excellente équipe. Sauf que voilà, il n'y a qu'un seul champion. Donc oui, pour répondre à ta question, je ne les vois pas comme un candidat au titre. Mais je pense que c'est une équipe qui, à l'Est, va passer un tour, va finir dans le top 3, va passer un tour, passera peut-être un second tour selon les adversaires, les blessures de chacun, etc. Même si je pense que là, effectivement, je mets déjà un peu plus un bémol, mais peut éventuellement aller jusqu'en finale de conférence. Après, je les imagine effectivement un peu juste, mais je trouve que ça reste une excellente équipe et qui me surprend et qui, comme tu as dit, monte en puissance. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est une équipe qui me paraît vraiment bien taillée pour profiter d'une. Voilà, il y a une fenêtre de tir.
si les autres équipes déconnent ou ont des blessés que non pas, typiquement, voilà, il y a des joueurs d'expérience qui connaissent. Il y a DeRozan, Vucevic. Voilà, l'équipe est plutôt bien construite, bien foutue. Même le coach, mine de rien, il a déjà été assez loin en playoff aussi. Moi, je suis positivement, enfin surpris en bien par l'équipe. Si vous vous souvenez, quand on discutait un peu de Chicago au début de la saison, moi je m'étais dit, oui, bon, bonne surprise ou mauvaise surprise, aucune des deux, parce que en fait, avec l'effectif qu'ils avaient, les joueurs d'expérience dont on a parlé là, pour moi, ça me paraissait normal qu'ils soient dans les meilleures équipes de l'Est, en fait. Là, par contre, de là à les imaginer être aussi solides et premiers à l'Est, non, j'aurais pas dit, je ne les voyais pas là. Et là, on parle d'une équipe qui a joué sans Lonzo Ball pendant quelques matchs, avec voilà, les joueurs de banc, les jeunes arrivent à peser. Ouais, équipe vraiment intéressante. DeRozan qui marche sur l'eau. On peut le mettre, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est dans un top 5 MVP peut-être à l'heure qu'il est, vu le leadership qu'il a, même les stats, l'adresse, tout y est, quoi. Bah ouais, on peut s'arrêter rapidement sur Demar DeRozan, effectivement, en gros, il réalise les meilleurs stats de sa carrière, presque 27 points à pas loin de 50% de réussite au tir, même 36,2% à 3 points, 5 rebonds, 4,5 passes. On passe bien sûr, enfin tout le monde a vu là ces 2 buzzers de suite qui ont marqué les esprits quand même, 2 matchs de suite face aux Pacers et aux Wizards. C'est moi la surprise un petit peu pour moi parce que Chicago a fait un beau recrutement. J'imaginais pas forcément que le fit entre DeMar DeRozan et Zach LaVine pourrait être aussi. Je pensais pas que leur entente pourrait fonctionner aussi bien aussi vite, parce qu'au bout du compte, DeRozan fait quasiment la meilleure saison de sa carrière et Zach LaVine est pile dans la lignée de la très belle saison qu'il avait réalisée l'an dernier. En gros, il marque 1 point de moins en moyenne, mais offensivement, il reste toujours aussi impressionnant. Ça, je pense que c'est vraiment un peu le truc que je n'avais pas vu venir. Moi, je te rejoins parce qu'en fait, qui marque 27 points, DeRozan, en soi, on a été habitué à ce qu'il tourne autour des 25. Par contre, qui marque 27 tout en jouant aux côtés de Lavine, qui lui aussi, ou Lavine, comment on dit on le dit à la française? Ça, c'est Shai, le spécialiste. C'est Lavine. Ouais, voilà, je voulais être sûr. Donc, tu vois, en étant aux côtés de Lavine, qui lui aussi marque ses points, c'est ça qui est fort. Moi aussi, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien et je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien aussi longtemps dans la saison. C'est-à-dire que là, tu vois, la première fois qu'on en a parlé, je pensais que les Bulls allaient quand même un moment lâcher un peu. Et au Du final, coup, je craque un Lavine et toi, tu craques un Bulls. Ouais, c'est ça, Bulls. c'est l'irrespect total, en fait. Ouais, tu vois, chacun son point faible. Mais ouais, qu'ils tiennent aussi longtemps, qu'ils reprennent même la première place qu'ils avaient perdue, ça me surprend. Et là, au final, aujourd'hui, je me dis que cette équipe, elle est taillée pour finir dans le top 3 et je vois pas comment elle peut ne pas finir dans le top 3 à l'Est même. J'irai même jusque-là. Après, il faut voir, enfin, là, on se projette un peu, c'est encore loin, mais en play-off où le jeu se resserre, ou défensivement, c'est important d'avoir une grosse fondation défensive quand même. Là, je demande par contre un petit peu plus à voir parce que les stars de l'équipe ne sont pas des spécialistes de la défense. On va pas, enfin, Lavine, DeRozan et Vucevic, ce pas des grands défenseurs. Ils savent faire les efforts, mais c'est pas. J'attends de voir là-dessus. Ouais, pour montrer Pardon, Ouais. juste pour montrer un petit Ouais, peu vas-y. le différentiel dans ce domaine, effectivement, là, les Bulls, ils ont le quatrième meilleur bilan, ont le quatrième meilleur offensive rating, et dans le même temps, ils n'ont que, avec des guillemets, le 12e meilleur defensive rating. Donc, c'est là, effectivement, qu'il y a un gap du côté de Chicago, je pense. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est un bon outil de mesure, mine de rien. C'est souvent avec ça que tu vois quelles sont les, les plus grandes équipes de la ligue, même si au final, bon, il peut être parfois faussé. Il faut vraiment le voir sur plus que là, il n'y a pas encore assez de matchs pour qu'il soit assez significatif, je pense. Mais voilà, ces lacunes que vous mettez en avant, notamment la défense, je pense qu'il y a un moment où ça posera effectivement problème quand tu arrives, quand tu vas jouer contre Milwaukee au complet, bien sûr, ou Brooklyn au complet. Là, dans ces situations-là, je pense que Chicago peut montrer déjà plus de limites. Oui, parce que si tu regardes les autres contenders, entre guillemets, de l'Est et même de l'Ouest, tu arrives toujours à identifier un ou deux gros défenseurs. Tu te dis, bon, ça va en playoff, ce type-là, il va stopper la star adverse et faire le gros boulot. Quand je regarde l'effectif de Chicago, je sais. Ils ont Lonzo et Caruso quand même, par contre. Hein. Oui, c'est vrai Ils ont deux très bons défenseurs. Mais Caruso joue tellement plus ces derniers temps que j'avais un peu oublié, tu vois. Alors, ouais,
Moi, ma question, effectivement, elle concerne principalement le secteur intérieur en prévision des playoffs. Je pense que la blessure de Patrick Williams et son indisponibilité peut peser lourd dans la balance à ce niveau-là. Parce que, par exemple, Chicago est 27e au rebond sur les 30 équipes de la Ligue. Vucevic, en dépit de toutes ses qualités offensives et même des efforts défensifs, là tout à l'heure on parlait de playoff, on sait que les playoffs c'est avant tout une question de match-up. Il suffit que ça soit le mauvais match-up pour que ça signe quasiment comment dire, ça scelle le destin des Bulls dans ce domaine-là. Parce que voilà, sur l'homme, je pense que c'est vraiment compliqué pour Vucevic. Imaginons une opposition Chicago-Philadelphie, par exemple, ce qui poserait d'énormes problèmes à Chicago, tout simplement. Et la question que je me pose, c'est, vu l'excellente saison que fait Chicago, vu l'âge de DeMar DeRozan, 32 ans, est-ce qu'au bout du compte, les Bulls n'auraient pas ou ne pourraient pas être tentés de tenter un va-tout et de mettre en place, essayer de faire un trade avant la deadline pour essayer de renforcer leur équipe en se disant, bon, bah, pour nous, c'est cette année ou jamais. Ouais, ils peuvent, mais au final, et j'ai l'impression que de toute façon, les dirigeants de Chicago sont portés sur le win-no, mais tu n'as pas non plus la marge pour forcément faire un gros transfert sans te séparer de tes joueurs stars. Donc au final, tu as déjà tes 4 meilleurs joueurs qui te prennent quasiment toute ta masse. Tu peux te renforcer à la marge, mais tu vas pas pouvoir faire un espèce de gros move qui va d'un coup te faire basculer. Enfin, tu vois, ils vont pas faire venir. C'est pas Brooklyn qui fait venir James Harden, quoi. Bien sûr, non, non, bien sûr. Mais tu peux renforcer ton banc, ouais. Et de la même façon que je pense que sur le marché des buyouts, les Bulls iront chercher et vont essayer. Enfin, sur toute cette période autour de la deadline, les grosses équipes traditionnellement essayent de renforcer encore plus leur effectif. Je pense qu'ils feront partie de ces équipes qui vont essayer de faire venir un joueur, notamment pour leur banc, parce qu'on a parlé de la défense. Je trouve que leur banc est pas mauvais, mais c'est pas non plus le banc d'une équipe qui joue le titre. Et voilà, et Eric Gordon, un joueur qui pourrait peser pour plein d'équipes différentes, à chaque fois, je crois que je le cite lui. Parce que j'allais dire, tu veux nous Bah le voilà, caser. ouais, j'essaie de le mettre partout, mais clairement, c'est le genre de joueur qui, lui, n'importe quelle équipe qui mettra la main dessus, qui est une équipe candidate, sera intéressante. J'aime Ah, j'aime bien Dosunmu à Chicago quand même. C'est un Moi, j'aime rookie, bien hein, aussi. mais il va être bien. Hein. moi, j'aurais un autre nom à vous proposer éventuellement pour renforcer, c'est celui de Jeremy Grant, Ah ouais. qui serait pas simple à faire venir, mais Ouais, il faudrait que Chicago accepte de se départir de certains de ces jeunes, et sans même parler de choix de draft à venir. Mais pour moi, c'est un petit peu ce profil. Alors, là, il sera peut-être hors de portée pour eux, mais c'est un peu ce profil-là, je pense, qui pourrait être intéressant pour Chicago. Un joueur capable de défendre, de protéger le cercle et d'alterner dans des scénarios voilà, sur les postes 3, 4, 5 potentiellement pour combler un petit peu les trous défensifs. je pense que financièrement, ils peuvent pas. Je veux pas casser l'idée, mais au niveau des salaires, ça collerait pas, en fait. Il avait signé un gros deal avec des. Il a 20 millions la saison, faudrait lâcher 3 joueurs, quoi. Faudrait lâcher 3 joueurs avec des salaires, je sais pas, faudrait genre Kobe White, Derrick Jones, un troisième mec qui est bien payé. Et Oui, ouais, Kobe White, Derrick Jones et des pics. Bon, après, ça peut Et satisfaire peut-être les Pistons, il mais faudrait 3 joueurs, je pense. il est blessé en plus, hein, il me semble. Après, c'était une blessure assez longue, donc il ne revient pas tout de suite. Mais. je parlais Mais plus ouais, du du profil, profil. profil Ouais, de joueur, et bon, alors, que ouais, ça un soit 4. lui, oui ou non, mais voilà, c'est un petit peu Oui, sur ce poste-là, quoi. les Aaron Gordon, Jeremy Grant, ce genre de 4 Ouais. capables de défendre. Moi, je pense qu'il y a un facteur. Alors, on en avait déjà parlé la première fois et ça avait été pas complètement bien compris. D'ailleurs, j'avais vu les gens voyaient ça comme une attaque envers Lonzo, alors que pas du tout. Lonzo fait une très belle saison et est important, mais je pense que pour que Chicago passe un cap, il faut que Lonzo lui-même passe un cap. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon dans le jeu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas précieux, il est déjà précieux, mais c'est justement parce qu'il est précieux qu'il est, je pense, celui qui peut amener encore l'équipe un niveau au-dessus en étant plus régulier, ce qui a toujours été plus ou moins son point faible depuis son arrivée en NBA, même si c'est beaucoup lié à ses blessures ou à des pépins ou Covid, etc. Mais si Lonzo arrive à être constamment une menace extérieure sur l'ensemble des playoffs, tout en continuant d'apporter la défense et la création qu'il amène traditionnellement, s'il fait ça sur toute une série en marquant plus de points, donc en étant plus adroit, grosso modo,
là, je pense que Chicago serait vraiment encore une équipe un cran au-dessus. Là, l'adresse extérieure, pour lui, elle est là cette année. Il est à 41%. Enfin, il faut que ça se retranscrive en playoff après. Et Mais, effectivement, qu'il garde la production. mais il a une adresse, mais c'est par série, en fait. Tu Ouais. vois, il y a genre sur certains matchs, il va taper 55% à 3 points sur 10 matchs et ensuite, il va être à 30%, tu vois. Et s'il arrive vraiment à se maintenir, à faire une grosse campagne de playoff, mais je pense qu'il faudrait, pour que Chicago vraiment soit une équipe capable d'aller en finale, si je devais chiffrer, je dirais qu'il faudrait que Lonzo Ball il marque 17-18 points par match. Après, c'est dit un peu c'est un peu, c'est pas très, c'est flou comme truc, mais il faudrait vraiment que Lonzo contribue offensivement plus et régulièrement. En tout cas, c'est vrai que pour revenir leurs espoirs en playoff, en début d'année même, c'était un petit peu dans ce qu'on avait dit même dans nos tout premiers podcasts là, au tout début de la saison. Et moi, je les voyais effectivement partis pour faire une belle saison, mais pas forcément pour performer autant en playoff. J'avoue que là, plus la saison avance, plus je me dis qu'ils peuvent aller plus loin que ce que j'aurais imaginé en playoff, notamment les perfs de leurs deux meilleurs stars, parce qu'ils ont quand même deux potentiels closers pour finir des matchs, que ce soit DeRozan, que ce soit Levine. Effectivement, c'est quand même une notion qui est extrêmement importante, on le sait, à ce stade de la compétition. Donc oui, un premier tour sans problème. Le deuxième, pourquoi pas, effectivement, ce que j'aurais pas passé un premier tour, je veux dire, sans problème. Et pourquoi pas un deuxième tour, ce que j'aurais pas forcément imaginé ou sur quoi j'aurais pas forcément parié en début d'année. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, deuxième équipe intéressante, on va changer de côte. Alors, pas tout à fait la même dynamique, mais voilà, euh, on a hâte vraiment de voir ce que Memphis va pouvoir faire sur cette fin de saison et pouvoir faire en playoff. Memphis, quatrième à l'ouest, sur une série de 6 victoires de suite. Et la question, c'est est-ce que cette équipe peut aller loin en playoff, peut essayer d'aller embêter même les trois équipes qui sont devant elles à l'ouest à ce stade de la compétition. Shai, comment tu vois les choses? Est-ce que tu imaginais Memphis aussi fort? Est-ce que quel potentiel en fait tu leur prêtes cette saison? Bon, déjà, ça fait partie des 2-3 équipes que je préfère regarder depuis le début de la saison, que ce soit avec Morant qui avait fait un démarrage magnifique ou sans lui. Ils ont été très bons sans lui aussi, hein, faut pas l'oublier. Oui, ils ont gagné 10 de leurs 12 matchs sans lui. Ouais, Donc, il y a même eu, effectivement. ça a même été le moment où il est revenu, ça a été un peu compliqué. Il s'était un peu fait chahuter par les fans qui lui demandaient de se rasseoir un peu le temps que l'équipe se remette à gagner. Et là on voit il est revenu. Non, mais l'équipe en elle-même joue vraiment un basket hyper agréable, je trouve très altruiste. Euh, ils prennent du plaisir et derrière, et Morant en leadership, c'est à chaque match que je regarde, c'est un kiff de le voir. Il prend des responsabilités sans vampiriser le jeu, je trouve. Alors que, et je le dis à chaque fois, j'avais vraiment l'image de quand il arrive en NBA, je pensais que ce serait un joueur un peu croqueur, un peu soliste, quoi. Et là, il arrive à alterner les phases d'individualisme nécessaire et en même temps, il fait jouer les autres. Et l'équipe en elle-même, sur la saison régulière, la quatrième place, je pense que ça me paraît quand même être leur plafond max, parce qu'au-dessus, c'est quand même fort. Mais je ne serais pas du tout choqué de les voir rester là. Ça ne me paraît pas être un scandale de les voir devant Dallas, les Lakers, parce que c'est régulier, que Morant soit là ou non, ça joue. Les autres joueurs autour, on a parlé de Desmond Bane il n'y a pas très longtemps. Voilà, des joueurs comme ça qui scorent à mort tout en étant très très bons tout court globalement. Moi, je pense que la saison régulière, ils vont pas, je les vois pas craquer. Je les vois rester dans la bonne partie de tableau. Pour ce qui est des playoffs, moi, je les vois bien vraiment emmerder du monde un tour ou deux facile. Et pareil, comme on disait pour Chicago, pour le coup, l'année dernière, au final, ils avaient sorti les Warriors. C'était une petite surprise, mais ils l'ont fait. Je les vois bien emmerder une équipe ou deux encore en playoffs cette année et saisir une opportunité si elle se présente. Moi, je ne les mets pas dans la même catégorie que Chicago, quand même. Je pense que Chicago a plus d'acquis et surtout Memphis joue dans une conférence qui est pas. Enfin, l'Est rattrape son retard sur l'Ouest, hein, mais qui est quand même terrible. C'est-à-dire que là, par exemple, rester quatrième, ça me semble tout à fait possible, mais derrière eux,
c'est Mavericks, Lakers, Nuggets, Clippers. C'est quand même des équipes plus expérimentées avec des superstars, avec des ambitions qui au complet me semblent plus solides et plus costauds que Memphis, même s'il ne faut rien enlever aux Grizzlies. Je pense que les Grizzlies peuvent tout à fait garder leur 4e place. Mais si tu me dis, entre toutes ces équipes que j'ai citées, quelle équipe est la plus à même d'enchaîner 5 défaites de suite, bizarrement, je te dirais plus Memphis, mais peut-être à tort d'ailleurs. Les Lakers sont capables aussi. Mais voilà, je vois plus là sur la deuxième partie ici. Je pense pas qu'ils vont craquer, tu vois. Je ne veux pas aller jusque-là, mais voilà. J'aurais plus de certitude sur les Mavs, etc. Par contre, une fois arrivé en playoff, effectivement, je pense que Memphis peut passer un tour. Je pense que la question, elle doit être sur ça, en fait. Elle ne doit pas être sur est-ce qu'ils peuvent passer 2 tours. Ça me semble improbable. Parce qu'en fait, ça veut dire que derrière, tu sous-entends que Memphis est capable de battre Utah, Phoenix ou les Warriors. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Tu vois, on parlait tout à l'heure du net rating. Il faut savoir que sur le différentiel, Utah, Golden State et Phoenix sont 3 galaxies au-dessus de toutes les autres équipes de la Ligue. C'est-à-dire que c'est 3 équipes qui sont à +9, quand les autres, le 4e est à +3 ou +4. Tu vois, il y a un vrai écart, je pense, de niveau de jeu entre les 3 meilleures équipes de l'Ouest et le reste de la Ligue pour l'instant, sachant que Milwaukee et Brooklyn a dû faire avec des blessures. Mais voilà, pour moi, on n'est pas sur la même galaxie. Donc, j'ai du mal à me dire qu'ils seraient capables de passer 2 tours. Par contre, passer un tour, c'est vrai que je pense que la question, elle se pose. Je pense qu'il y a un vrai débat. Ils peuvent jouer des yeux dans les yeux, en fait, avec Dallas, avec Denver, avec les Lakers, avec les Clippers. Et ils le feront en plus. Je pense qu'à aucun moment, ils vont reculer. Et il y a effectivement moyen d'aller chercher quelque chose. Alors, paradoxalement, en fait, moi, je serais tenté de dire que la force de Memphis en saison régulière peut être sa limite en playoff. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, comme tu l'as souligné, Shaq, qui a finalement très bien réussi à encaisser l'absence sur une douzaine de matchs de Ja Morant grâce à sa longueur de banc, grâce à un effectif qui est quand même, au bout du compte, talentueux sur des joueurs des remplaçants, des joueurs comment dire, de rotation qui font leur job. Mais le problème en playoff, c'est qu'on sait que les rotations se réduisent, c'est là où on a besoin que les joueurs forts soient encore plus forts. Et moi, la grosse interrogation que j'ai autour de Memphis, c'est autour de Jaren Jackson Jr. Ouais, bah. Deuxième saison extraordinaire, on se dit, bon, bah là, Memphis tient 2 stars autour desquelles construire. Une blessure, un retour qui est un peu plus compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer, même si il y a une certaine montée en puissance, alors qui n'est pas énorme, mais qui est notable. Malgré tout, depuis le début de la saison, là, j'ai le sentiment que Jaren Jackson Jr. est en train de progresser, de monter. Mais c'est vrai que s'il ne retrouve pas notamment son efficacité offensive, qui était si impressionnante durant sa deuxième saison, j'ai peur que ça soit la limite pour Memphis en playoff. Ouais, peut-être. Non, mais tu as peut-être raison, mais je n'arrive même pas à voir le fait qu'il stagne un peu, entre guillemets, ou qu'il n'ait pas l'explosion attendue comme un problème, tellement je trouve que l'équipe sait qui elle est, a vraiment une identité de jeu, sait sur quel joueur va s'appuyer en fin de match, a mine de rien des vétérans. Là, Steven Adams commence à être bien dans l'équipe, je trouve. Ça a mis un petit peu de temps, mais voilà, la relation avec Morant et avec les autres est très bonne. J'ai même pas l'impression il y a forcément de l'attente autour de Jaren Jackson parce que voilà, on sait le talent qu'il a, la hype qu'il a eu en arrivant à NBA, tout ça. Mais alors effectivement, s'il se remet à jouer comme lors de sa deuxième saison, à refaire des stats, à décharger un peu, rendre du scoring et tout ça, mais il y a d'autres mecs autour en fait. Les Bane, un Bane, il est incroyable. Je le vois pas flancher en playoff. Là, il y a Dylan Brooks qui joue pas. Il a été excellent sur le play-in l'année dernière. Et voilà, ils ont plein de monde qui peut, à mon avis, combler le fait que Jackson ne soit pas exceptionnel comme on peut l'espérer. Moi, pour aller dans ton sens, Théo, je ne pense pas non plus que Bane il va flancher en fait, mais c'est pas ça. Je dirais que l'idée c'est plus qui va step up en fait. Et même s'il garde sa production, et je pense que Morant est une superstar, mais quand tu veux jouer contre des Lakers qui vont avoir à la fois Davis et LeBron qui vont step up, quand tu joues contre des Mavericks qui vont avoir un Luka Doncic qui va sans doute step up, et je pense potentiellement Porzingis qui va step up, et je pense que les Mavericks très clairement vont monter en puissance sur la deuxième moitié de saison. Quand tu joues contre les Nuggets qui vont avoir Jokic qui va step up, sur tout ça, en playoff, on sait à quel point les individualités, ça fait vraiment la différence.
Et je pense qu'effectivement, là, sur ça, si tu n'as pas Jaren Jackson ou Bane ou Brooks qui step up vraiment au-delà de leur niveau, j'ai peur que ça soit juste. Mais je pense que eux, en tout cas, passer un tour, ça me semble compliqué. Si je devais mettre une pièce, je ne les mettrais pas eux au second tour, mais je ne me dis pas que c'est impossible par contre. Je pense que c'est parce que je pense que j'ai envie d'y croire parce que j'aime bien le côté, j'aime bien la façon dont ils jouent au basket, j'aime bien les mecs, j'aime bien les mecs qui composent l'équipe. Voilà, là, tu vois, c'est Kylian Tilly qui a pas mal de temps de jeu en ce moment, c'est intéressant. Là, il a même été titulaire les derniers matchs et il disait que c'était un régal parce que tout le monde se passait la balle, qu'il n'y avait pas de, en gros, qu'il n'y avait pas de croqueur, quoi, que c'était, tout le monde pouvait s'insérer dans le système. Le coach est vraiment très bon depuis qu'il est là, Jenkins. Je pense qu'il va être là pour longtemps celui-là parce que le taf qu'il fait est impressionnant. Donc, je pense que j'ai peut-être plus envie de les voir que voilà, je ne sais pas si je suis réaliste en fait. C'est parce que je les aime bien et que j'ai envie de me dire qu'un collectif peut faire chier une somme d'individualité comme les Lakers en playoff. Tu Mais parlais de des toute Lakers. façon, ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu notes, Shai, c'est que du positif, déjà pour Ouais, cette saison et clairement. pour les saisons à venir. Mais c'est vrai que tu parlais de Steven Adams, dont je suis un énorme fan. J'adore Steven Adams. Mais quand même, là, je me dis, imagine la même équipe avec Valanciunas cette année. C'est pas tout à fait ça serait pas tout à fait le même niveau là. Ce trade, j'ai quand même l'impression que ça les a forcés à prendre un petit pas de recul. Si tu avais Ja Morant, Valanciunas et Jaren Jackson en progression, en retour, j'aurais été peut-être plus comment dire, optimiste sur leur capacité vraiment à faire un coup en Et playoff et je aller me demande, jouer les troubles faits. me demande si Adam c'est pas plus adapté à. Parce que Valenciunas, il attend ses tirs, il veut du scoring. Adam, s'il fait ses écrans de bûcheron, et c'est parfait. La relation avec Morant, elle est. Enfin, de plus en plus là récemment, un petit peu moins en début de saison, mais là je trouve qu'il est adapté, il a l'expérience et sans réclamer les tirs. Voilà, il connaît son taf et il est très très positif dans le groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront peur de rien en tout cas. Non, Ça, voilà. c'est clair. Ça, c'est Morant C'est clair, hein. avec un Franchement, leader comme ça. ils vont être intéressants à suivre, hein. Comme je suis d'accord avec Shai, ça va être une équipe en playoff, ils vont pas baisser les yeux en fait. Qu'ils aient moins d'expérience, moins de talent, etc. C'est vraiment pas des trucs. J'ai l'impression que c'est des gars et une équipe qui va vraiment pas prendre ça en compte, quoi. Mm. Juste ils vont venir, ils vont jouer. Limite une opposition, tu parlais des Lakers tout à l'heure, Antoine, tu vois. Moi, si jamais ça devait se jouer comme ça en playoff, je pense que c'est limite un petit peu le match-up parfait pour Memphis Ouais, parce exactement. qu'il y a une équipe qui aurait une énorme pression. Et si jamais ça commence enfin, même l'an dernier, on a bien vu, les Grizzlies, ils vont, comme tu disais, c'est un peu l'héritage des Grizzlies de Marc Gasol et compagnie avec le grindfather Tony Allen. Tony Allen, etc. C'est qu'ils ils vont pas rendre les armes d'eux-mêmes. Va falloir les Ouais. battre, il faudra leur mettre la tête sous l'eau. Et s'il y a une opportunité, ils tenteront de la prendre. Et effectivement, les Lakers, ça serait un match-up intéressant parce que je pense que les Lakers, c'est typiquement ce qu'ils n'auraient pas envie d'affronter. Enfin, les Lakers n'aimeraient pas affronter les Grizzlies, je pense. Ils Ouais. auraient besoin de direct assumer le statut de favori, de pas se relâcher une minute, ce qui est c'est typiquement leur point faible, quoi. Ils savent pas faire des matchs de 48 minutes. Ce serait une belle série. Ouais, hâte de voir ça en tout cas, c'est sûr. Allez, on va changer un petit peu de thématique, toujours sur les choses qu'on a hâte de voir en 2022. Il y a deux joueurs qui sont en train de faire leur retour, un qui a rejoué hier et l'autre qui devrait rejouer dimanche prochain. On va commencer par celui qu'on attendait depuis le début de l'année de revoir sur un terrain. Et non, pour le coup, je ne parle pas de Ben Simmons, mais il s'agit de Kyrie Irving qui a rejoué avec les Nets hier, premier match. Un match intéressant. On sait maintenant qu'il va pouvoir jouer les matchs à l'extérieur, du moins dans les États qui l'autoriseront à participer aux rencontres. Voilà, Brooklyn, mais l'air de rien, malgré toutes les galères, deuxième à l'Est. De pas tant que ça. La question, c'est ça, c'est de savoir est-ce que Kyrie est vraiment parti pour rejouer tous les matchs qu'il pourra jouer ou est-ce que on n'aura pas les réponses, mais savoir est-ce que ça refait son retour, est-ce que ça refait de Brooklyn, en gros, le principal prétendant, si ce n'est au titre, du moins à la finale du côté de la conférence Est. Quel est votre sentiment, vous? Qu'est-ce que vous avez pensé de son premier match hier, de l'alchimie que vous avez pu observer sur le terrain? Quel est votre sentiment? L'alchimie, elle est là. Enfin, avec Kevin Durant, elle est là. Ils se sont checkés, machin. Enfin, tout le monde est.
au sein du groupe, j'ai pas l'impression qu'il ait été considéré comme un renégat qui a plombé l'équipe. Machin. Enfin, après, on n'est pas à l'intérieur, hein, mais j'ai pas l'impression que l'équipe se soit liée contre lui ou lui ait mis la pression. D'ailleurs, au final, c'est lui qui a, entre guillemets, eu gain de cause parce qu'ils étaient en galère et ils ont dit, bon, OK, finalement, tu peux venir. On en a marre d'appeler des mecs de J-League, ça y est. Sur le niveau de jeu qu'il avait, et c'était très satisfaisant. C'était contre un adversaire un peu faible, mais mine de rien, il était là voilà, ça reste quoi qu'on pense de lui et de sa démarche, de tout ça. C'est extrêmement divertissant. Il est fort. Et ses accélérations, elles ont fait du bien à Brooklyn à un moment où c'était compliqué dans le match. Donc, moi, en début de saison, j'ai misé, entre guillemets, j'ai annoncé Golden State Brooklyn en finale en me disant que les Nets auraient l'effectif au complet et sans savoir que Kyrie allait pouvoir choisir ses matchs et ne pas jouer à domicile. Donc, après, dans une configuration de playoff, ça me paraît compliqué d'être aussi, de jouer sans lui à domicile et de se dire que ça va passer tout le temps. Mais s'il trouve un arrangement et qu'il est là, je maintiens que Brooklyn est difficilement jouable avec les trois en même temps. Ça me paraît compliqué de les battre, quoi. Je pense qu'il va se faire vacciner. Je pense, Un peu avant les franchement, je pense playoffs. aussi. Je suis Je sûr. pense qu'il va se faire. Ça, déjà, ça va lui donner envie. Enfin, il va jouer. Mais ça a beau être un mec très spécial, il aime le basket. Ça peut paraître bizarre, parce qu'effectivement, des fois, il aime beaucoup de choses, Kyrie Irving, mais il aime aussi le basket. Et je pense que le fait de jouer, ça va lui donner envie de jouer plus. Et je pense sincèrement qu'il va se faire vacciner avant les playoffs, Et il faut lui trouver un fin vaccin, mars un vaccin ou un truc. vegan, t'inquiète, c'est bon. Et, et je pense qu'il va jouer. Pour répondre à ta question sur Brooklyn, je pense que même sans lui, ça restait un favori, même si je les trouve, ils sont moins forts que ce que je. Enfin, je les trouve moins forts. Je sais pas, je dis pas qu'ils sont moins forts, mais ils me déçoivent. Non, déçoit, le mot est trop fort, mais je m'attendais à ce qu'ils soient plus forts que ça, même sans Kyrie. Donc, effectivement, le retour de Kyrie, je pense qu'ils en ont besoin. Durant et Harden sont obligés de jouer beaucoup, sont obligés de pas mal tirer sur la corde pour ne serait-ce que gagner des matchs. Je m'attendais à ce que le casting autour soit plus performant que ça. Mm. Du coup, le retour de Kyrie leur fait du bien. Et effectivement, avec Kyrie, c'est une équipe qui. Après, je mets Milwaukee sur le même pied, presque. Mais ouais, si, c'est sans doute l'équipe numéro 1 à l'Est quand ils sont au complet. C'est dur d'aller chercher les trois. Pour le match d'hier, j'ai eu le sentiment que c'était voilà, le même Kyrie que d'habitude, avec toujours autant d'automatisme. Et encore, c'est un mec qui n'a pas joué depuis 3 mois, enfin, même euh, plus que ça, même parce qu'il y avait les playoffs et il s'était blessé. Une fois en puissance, ça va être quelque chose. Par contre, la question, c'est ça. Il va jouer combien de matchs pour se mettre dans le rythme? Parce qu'il peut jouer qu'à l'extérieur. Si lui, il chope le Covid ou s'il est cas contact, comme il n'est pas vacciné, il a une période de quarantaine qui est plus longue. Ça peut lui faire rater encore d'autres matchs. Là, par exemple, il a joué hier et il ne rejouera pas avant lundi. Donc, tu vois, c'est spécial quand même. Je pense qu'il ne va pas jouer beaucoup de matchs avant d'arriver en playoff. Il sera frais, par contre. Peut-être qu'il ne se blessera pas, du coup. Ouais. C'est toute la question pour Brooklyn. Effectivement, tu notais finalement là où c'est le plus. Tant qu'ils ont Kevin Durant, je pense qu'effectivement, ils peuvent jouer, voire gagner le titre s'ils ont au moins 2 de leurs joueurs. Le gros avantage quand ils ont les 3, c'est de leur permettre de se reposer mutuellement. Pas forcément dans le fait de ne pas jouer, mais de ne pas avoir à porter l'équipe autant que KD le fait depuis le début de la saison. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir la manière dont James Harden a fini l'année. Voilà, il a fini un mois de décembre, une fin décembre, vraiment en pleine bourre. On sent aussi que lui, je pense que d'un point de vue santé, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, même si les 2 derniers matchs, c'est un peu plus compliqué au point de vue des résultats, enfin des stats individuelles, mais voilà, je sens qu'il est quand même un peu plus en forme qu'en début d'année. S'ils peuvent avoir cette alternance à 3 joueurs, pouvoir finalement se remettre en forme pour arriver en playoff pleine bourse tous les 3, ça risque vraiment d'être compliqué d'aller chercher. Et finalement, le fait qu'ils soient deuxième de la saison à l'Est, malgré tout ce par quoi ils sont passés, bon, au-delà de leur roster, hein, ça montre quand même le niveau de Kevin Durant cette année. Et le mec est juste injouable. C'est ça va dépendre de KD. Enfin, ça va aussi beaucoup dépendre de KD, l'état de forme dans lequel il va arriver, parce que là, on voit, dès qu'il joue et qu'il est à fond, c'est le meilleur joueur du monde. Enfin,
Mais c'est un mec qui se fatigue pas, j'ai l'impression, Kevin Durant. C'est un mec qui se fait, tu vois, c'est genre j'ai aucun doute sur le fait qu'il va être excellent tout au long des playoffs en fait, et qu'il aura même pas forcément il aura peut-être quelques matchs un peu moins bien, tu vois, mais dans un match décisif quand ils vont avoir besoin de lui, je pense qu'il sera là. Mais par contre, tu vois, tout à l'heure on parlait des Bulls de se renforcer. Les Nets, à mon avis, ils ont le fait d'avoir Durant, Kyrie Irving et James Harden, c'est attirant en fait pour tous les joueurs qui vont être à la recherche d'une bague. Eux, là, quand il y aura des joueurs libres, des vétérans à les signer, ils ont juste à couper un joueur qui leur sert à rien et ils le remplacent par un autre et tu te retrouves avec une équipe encore plus forte. L'an dernier, ils avaient récupéré Aldridge, ils avaient récupéré Blake Griffin. Cette année, pareil, je pense qu'ils vont récupérer un ou deux gars intéressants autour de Mars et des gars qui vont être faciles à s'intégrer, qui vont s'intégrer facilement dans la rotation et qui auront des rôles, enfin, un statut de role player. Forcément, si tu es autour d'Arden, de Kyrie et de Durant, tu as un statut de role player. Donc, quand tu prends des Griffin, des Aldridge, des Patty Mills, des mecs talentueux et que tu leur dis, bon, bah voilà, tu es juste un joueur de devoir, tu viens et tu mets tes points, enfin, c'est que du bonus. Cette équipe au complet paraît pas invincible, mais si ça joue, c'est dur d'aller les priver du titre, quoi. Moi, Mills, Mills est excellent d'ailleurs. Enfin, quand il a eu des Oui, fautes, Mills, il c'est a été excellent. excellent. Ouais. j'ai une question un peu provoque pour vous, là, pour les Nets. Si jamais Kyrie Irving finalement décide de ne pas se faire vacciner, est-ce que les Nets ont vraiment intérêt à finir le plus haut possible à l'Est ou pas? Sachant que la question que je pose Mm. en réalité, c'est s'il y a un game set à jouer, est-ce que Ouais, c'est mieux de Brooklyn le jouer à préfère le jouer l'extérieur. à domicile ou à l'extérieur? Il y a bien Ouais, de ça, ouais. mais, bah ouais, moi, mais en fait, je pense que s'il ne joue pas beaucoup, et s'il ne se fait pas vacciner, en fait, de eux-mêmes, ils vont peut-être perdre des places au classement, quoi. Parce qu'ils vont pas enchaîner cette série de 7 8 victoires, et encore, ils en sont capables même sans lui, mais tu vois, théoriquement, tu peux te faire dépasser par Milwaukee, l'air de rien. Tu peux même te faire dépasser par Miami si tu veux vraiment pousser le truc. Et effectivement, là, tu sais que tes deux séries, tu vas potentiellement jouer un peu plus de matchs à l'extérieur. Après, ça va être intéressant. Est-ce que tu le fais, est-ce que tu gardes cette même philosophie s'il n'est pas vacciné, de te dire ouais, il joue qu'à l'extérieur? C'est-à-dire tu joues 2 matchs avec lui, puis d'un coup tu joues sans lui, et puis tu le récupères. C'est un peu bizarre, quand même. Je pense que la question ne se posera pas parce que là, on a vu des mecs qui étaient entre guillemets farouchement opposés au vaccin, comme Bradley Beal, qui se sont fait vacciner. Je pense il va le faire discrètement. On va l'apprendre 15 jours après. Ah bah tiens, il est vacciné, c'est bon. Je pense comme toi, Antoine, à mon avis, c'est un premier pas vers. Parce qu'il a pas, ça n'a pas été le plus. Comment dire? Il n'a pas été ultra vocal, il ne s'est pas exprimé en fait pendant toute la période. Il n'a pas dit on essaye de nous embrigader, machin. Alors, Bradley Beal, par contre, sur les réseaux, il y allait fort et j'étais surpris qu'il se fasse vacciner, quoi. Donc, Kyrie, je le vois bien. Le simple fait qu'on se pose cette question, ça montre quand même à quel point on vit dans un monde de malades, hein, parce que jamais j'aurais pensé poser la question de savoir si une équipe allait faire exprès de perdre des matchs pour surtout pas jouer à un game set à domicile. Bref, c'est le monde actuel, hein, faut De faire avec. toute façon, ils n'ont pas de salle, ils n'ont pas de supporters. Même quand ils jouent à domicile, ils jouent à l'extérieur. Donc, Ah, le tag gratuit. ah, mais c'est la vérité à un moment. Donc, de toute manière, qu'est-ce que ça change pour eux? C'est clair. Bon, autre tour tant attendu dimanche. Si tout se passe bien, on touche du bois, etc. Klay Thompson devrait faire son grand retour après 2 ans passés sur le côté contre les Cavs. Là aussi, bon, on a hâte de revoir Klay sur le terrain, notamment dans cette équipe des Warriors là, qui continue de faire plaisir cette année. Mais la grande question, c'est quel Klay on va retrouver et quel problème, ou du moins quelle problématique ça va pouvoir poser aux Warriors en termes d'intégration de place. Comme tu notais dans un article récent là, sur Basket Session, Antoine, quoi qu'il arrive, Klay, à ce retour, il sera titulaire comme on pouvait s'y attendre, sauf pépin de santé de dernière minute. Quel type, à quoi s'attendre, selon vous, pour ce retour de Klay Thompson? Pas forcément pour son premier match, mais pour cette fin de saison. Qu'est-ce que vous attendez de lui au bout du compte? Bah, en fait, alors, ce que j'attends de lui, c'est compliqué. Ça, j'ai du mal à me projeter sur comment il va être. Tu vois, ça, j'ose, si tu veux, personnellement, j'espère qu'il sera bon parce que c'est un de mes joueurs préférés
Et voilà, les deux blessures sont très graves, enfin très graves, sont des blessures très sérieuses pour un basketteur, pour un athlète, et ça fait une très longue période d'absence. Maintenant, si je me concentre sur son profil, je me dis que c'est le genre de joueur, son shoot il aura toujours son shoot, donc de toute manière, c'est pas un joueur qui dribble beaucoup, c'est pas un joueur qui a besoin d'être forcément explosif en attaque. Donc j'ai tendance à penser qu'il sera toujours performant de par son tir, de par ses mouvements. Après, défensivement, ça va être C'est ça. différent. Là, il a besoin d'avoir ses appuis, d'avoir sa vitesse. Est-ce qu'il aura toujours le même impact défensif? Je ne pense pas. Euh, mais, mais ça, j'ai du mal à vraiment me projeter sur ça. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que s'il est bon, ça ne posera pas trop de problèmes. Mais s'il est moyen, il y aura une problématique qui se pose au niveau du temps de jeu, au niveau de la régulation de la rotation et surtout ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont créé une très belle alchimie avec une très belle dynamique. Si Klay Thompson, il t'apporte 25 minutes moyennes, bon, théoriquement, c'est toujours ça de prix, mais c'est forcément des minutes en moins pour Jordan Poole, des minutes en moins pour Gary Payton 2, des minutes en moins pour Otto Porter et pour André Iguodala, etc. Tous ces gars-là qui ont vraiment apporté quelque chose depuis le début de la saison. Donc ça, je pense que ce sera le plus intéressant à suivre, en fait, Et ça aurait pu de être voir comment ils vont gérer ça. Ça aurait pu être entre guillemets inquiétant où, si on avait parlé d'un joueur superstar dans le terme, dans le sens avec un ego surdimensionné voilà, Clay a jamais été option numéro un. Il a une mentalité qui fait que voilà que c'est presque un role player par nature. Il connaît sa place, etc. Donc ce sera triste. Je pense qu'en interne, ce sera triste pour eux s'il n'arrive pas à se remettre vraiment, enfin si c'est vraiment compliqué. Mais lui de lui-même, je le vois pas. Tu vois, trop se frustrer ou que son humeur empiète sur celle des autres. Voilà, quand tu as Non, clairement. Jordan Poole, Gary Payton, voilà, ils seront là, ils se tiendront prêts à reprendre le même temps de jeu si ça ne va pas. Mais moi, c'est plus sur la défense parce que ce qui faisait sa grande force, et c'était un truc sous-côté chez lui, c'est la défense. On parlait toujours de ses shoots et de ses séries incroyables, mais sa défense était énorme la dynastie des Warriors. Elle a été très, très importante. Donc c'est plus ça que j'ai envie de voir aussi s'il va au moins redevenir un joueur correct et décent en défense, parce que le shoot sera là, et j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, mais je partage totalement votre avis sur la défense. Je pense que c'est ce qui risque de lui prendre le plus de temps. Et même pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr qu'on retrouvera qu'il aura les capacités de retrouver vraiment l'impact défensif déterminant qui était le sien. Ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'il redevienne un bon défenseur, un défenseur solide, mais je pense que ça risque d'être une des parties les plus compliquées dans son retour. Offensivement, le gros avantage, c'est que, comme tu le notais, comme vous le notiez tous les deux, bah, c'est un joueur de collectif qui n'a pas besoin d'avoir la balle dans les mains pour être efficace, qui connaît parfaitement le système de jeu des Warriors, qui n'est pas si simple que c'est pas simple d'évoluer et de briller dans le système de jeu. Il faut avoir un vrai sens du basket, une vraie compréhension du collectif. Ça, le gros avantage, c'est que ça ne posera pas de problème de son côté. Effectivement, sur le tir, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il remette dedans. Ce qui risque d'être compliqué pour lui, je pense, malgré tout, bah, c'est d'une part de retrouver de la constance. Parce qu'après une aussi longue absence, 2 ans, c'est Ouais, vraiment long. Retrouver le rythme ouais, il va y avoir des matchs sans, quoi. voilà, exactement. Et autant, je pense qu'effectivement, c'est un bon coéquipier. C'est pas quelqu'un qui va mettre le bazar. Par contre, je me fais un petit peu de soucis du côté des attentes qui seront les siennes par rapport à lui-même, en fait. Ces Ouais. attentes pour lui-même en termes de rendement, la peur justement de perturber l'équipe ou de ne pas être au niveau, etc. Je pense que, après, j'imagine qu'il est bien entouré, etc. Mais c'est quelque chose qui est certainement pas facile à gérer, qui le sera certainement pas pour quelqu'un d'aussi perfectionniste qu'il l'est. Je veux dire, on sait le joueur que c'est, son implication dans le jeu, etc. Donc moi, j'ai super hâte de le voir sur le terrain, de le voir jouer, de le voir mettre des paniers, défendre, jouer dans cette équipe qui est aussi son équipe tout autant que celle de Draymond Green ou de Stephen Curry. Mais la question que tu posais, Antoine, est vraiment intéressante de voir si jamais il n'est pas tout à fait au niveau auquel on pouvait l'espérer, quel arbitrage pouvoir trouver de manière à ce que c'est pas forcément que Jordan Poole ou d'autres feraient la gueule, mais qu'il reste garder en fait
la Oui, confiance globale qu'il y a dans cette équipe où chacun connaît son rôle, est à l'aise dans son rôle et de ne pas avoir trop peur de perturber tout ce magnifique équilibre qui, on le sait, dans un sport collectif peut vite commencer à se fissurer. oui, moi j'étais même pas sur les égos en fait de chacun, j'étais même pas sur l'aspect contentement, mécontentement. C'était plus vraiment sur le jeu. C'est-à-dire que je pense pas que Jordan Poole va faire la gueule, par exemple. Je pense qu'il y est préparé. Mais si tu veux, le débat a changé. Avant le début de la saison, avant que les Warriors fassent aussi forte impression, on se disait, ah bah quand Clay va revenir, ça sera des favoris au titre. En fait, ce qui s'est passé en 3 mois, c'est qu'on a vu que cette équipe, elle est favorite au titre. Aujourd'hui, sans Clay, ça a un peu surpris, on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi fort, mais aujourd'hui, sans Clay, si Clay, là, il est indisponible toute la saison, les Warriors font quand même figure de favori au titre. Tu vois alors, il y a l'hypothétique retour de Clay à son meilleur niveau nous fait dire, ah bah, ça peut être encore plus fort, mais dans l'idée, aujourd'hui, tu enlèves Clay, cette équipe, la manière dont elle joue, la manière dont elle s'est créée, autant offensivement que défensivement, peut aller au bout. Moi, ce qui me fait un peu peur, je ne vois pas le retour de Clay dérailler cet équilibre. Tu vois, je reste très optimiste. C'est une équipe que j'aime bien, c'est un joueur que j'adore. Je pense que ça va donner quelque chose de bon. Par contre, voilà, je pense que ça peut. euh, il va y avoir un ajustement à trouver. Je pense il va y avoir des jours sans, il va y avoir des jours où Clay n'aura pas forcément un impact positif. Maintenant, le truc, c'est ils sont partis tellement forts qu'au final, ils ont de la marge. Ils peuvent se permettre de prendre du temps pour régler un peu ça. Et un impact positif que, par contre, j'imagine, c'est que je pense que le retour de Clay va faire du bien à Stephen Curry, qui est dans une sale période, il enchaîne des matchs là avec des adresses dégueulasses où il gagne quand même parce que justement cette équipe est très forte. Mais je pense que le retour de Thompson, par contre, va remettre un petit coup de boost à Stephen Curry. Et ça, déjà, c'est pas négligeable, quoi. Ouais, et puis en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, pour revoir les choses un peu du côté positif, moi, ce que je trouve là où les Warriors ont toutes les raisons d'y croire et d'être optimistes, c'est que finalement, ce début de saison sans Klay Thompson a permis d'avoir plus de certitude, ou du moins le niveau effectif de certains joueurs. Et je pense notamment à Jordan Poole, mais aussi à Andrew Wiggins, Ah qui fait non, une oui, super saison et qui ont tous les deux montré qu'ils pouvaient step up, qu'ils pouvaient être des joueurs d'impact dans la constance. Ce qui fait que maintenant, tu rajoutes Clay, limite, c'est un petit peu le bonus. Et derrière, je ne vois pas effectivement Andrew Wiggins ou Jordan Poole, mais d'autres aussi, forcément perdre confiance, ou au moins tu sais que le jour où Clay n'est pas bon, bah, tu peux réinsérer tout de suite Wiggins ou Jordan Poole et les re-responsabiliser comme durant le reste de la saison et que ça peut marcher. Ouais, mais alors, juste dernier petit truc, justement, la problématique, c'est le jour où Clay est pas bon, en fait, tu seras quand même tenté de lui donner ses minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. ça, pourquoi ça, où je parlais de pas dérailler, mais bouleverser légèrement, ou peut-être un peu plus que légèrement selon son niveau de jeu, cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, même s'il n'est pas bon, tu vas devoir lui donner ses minutes. James Wiseman, s'il n'est pas bon, c'est pas grave. Kevin Looney, il jouera à sa place, tu vois. Il n'a pas le même statut. Klay Thompson, il revient, c'est une star, c'est un mec que la franchise l'adore, les supporters l'adorent. Tu vas pas te dire, ah, il est mauvais, là, ce soir, je lui donne que 12 minutes de jeu. Non, non, ça marchera pas. Il lui faudra 20 minutes, 25 minutes, peut-être à un moment même 30 minutes. Et Steve Kerr, voilà, il est fidèle à ses joueurs et il le fera jouer. Même si Il, l'équipe tourne un peu moins bien, il le fera jouer. il a dit qu'il sera titulaire. Hein. Oui, oui, bah, et logique d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, c'est même une bonne chose. Après, voilà, là, c'est un scénario pessimiste, mais ça ne veut pas dire que je pense que ça se passera comme ça. Je reste moi optimiste sur cette équipe. Mais si ça ne se passe pas très bien, le problème que ça va poser, c'est que je pense qu'ils lui donneront quand même ses minutes, quitte à ce que l'équipe tourne un peu moins bien. Heureusement, ils ont du temps pour que ça monte en puissance jusqu'au playoff. Et un peu de marge aussi, parce que voilà, ils ont le meilleur bilan de la ligue. Et Ouais. c'est une équipe qui est globalement tellement expérimentée que finalement, l'avantage du terrain, c'est pas pour dire qu'il est négligeable, mais il est. Oui, qu'il soit premier ou troisième, Ouais. ça, c'est pas très important. Exactement. Disons que, en fait, au bout du compte, c'est le scénario. Alors, on ne peut pas dire idéal. Hein, le scénario idéal serait que Klay Thompson ne soit pas blessé, bien sûr. Mais là, ils ont suffisamment de temps
pour faire des ajustements, des essais, que lui puisse retrouver un petit peu de rythme. Et ils ont suffisamment de marge aussi en termes de victoire-défaite pour ne pas trop à avoir peur de finir trop bas ou d'être à la limite du play-in clairement. tournament, etc. Donc là, il y a quand même l'avantage, c'est qu'ils ont une certaine marge de chaque côté, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord. Puis s'il revient bien, ça serait en playoff, ça serait fantastique, C'est quoi. une belle histoire. Ouais. La belle histoire. Ouais. Avec le titre, s'ils vont chercher le titre au bout, encore plus, imagine. Ouais. Pour rester un petit peu du côté des Warriors, on avait un coup de cœur. Voilà. On avait essayé de déterminer un coup de cœur sur du moment. Je crois que c'est toi qui l'avais proposé, Shai, donc je te propose de présenter quel est le coup de cœur de cet épisode. Moi, je voulais parler de Draymond Green parce que alors, c'est très personnel. C'est un joueur, voilà, faut être aveugle pour pas voir et reconnaître ses mérites dans la dynastie qu'ont eu les Warriors. Voilà, il a été meilleur défenseur, tout ce que vous voulez. C'est un joueur ultra précieux. Mais sur le strict plan personnel, j'avais un peu de mal avec sa personnalité, le côté gueulard, machin, plus quelques épisodes un peu dérangeants sur Twitter au début de sa carrière. Bon, c'était très personnel, hein, je ne parle même pas du joueur de basket. Mais je ne m'étais même pas rendu compte, peut-être sans doute assez, du niveau du joueur, en fait, et du QI basket du joueur. Parce qu'au début, je l'identifiais comme le gros défenseur, le mec voilà, qui apporte surtout ça dans l'équipe. Et là, cette année, je pense que je ne l'ai jamais vu jouer aussi bien, en fait. Mais globalement, ses stats, ce n'est même pas les meilleurs stats de sa carrière. Mais l'impact, je le vois concrètement sur le terrain. Tout ce qu'il fait défensivement, voilà, je vous conseille d'arrêter les actions, de les disséquer. C'est pour quelqu'un qui, comme moi, je m'estime pas du tout être justement un expert des tactico-tactiques du basket. Et quand je le regarde jouer et quand j'écoute des gens décrypter les séquences dans lesquelles il est impliqué, je ressors en étant bluffé, en me disant putain, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce que c'est brillant, quoi. Et là, cette année, autant dans le playmaking que sur la défense, je le trouve. Je le trouve fascinant en fait. Et ça va, du coup, ça s'est étendu au-delà du basket, où quand je l'écoute parler de basket, je le trouve incroyable en tant qu'analyste, je le trouve très pédagogue, très intéressant, et en même temps très pointu, et c'est pas donné à tout le monde au final. Donc voilà, j'ai complètement changé d'avis et de regard sur Draymond Green cette saison. En me disant, j'étais entré dans la saison en me disant, bon, bah là, il est sur une pente un peu descendante, physiquement, il est un peu irrégulier, donc ça va être plus compliqué. Sa fin de carrière va être un peu moins brillante que le reste. Là, je le trouve phénoménal. Je pense qu'il va être All-Star et ce sera amplement mérité. Il ne va pas juste bénéficier du fait que Golden State sera peut-être le meilleur bilan. Quinn Snyder, l'autre jour, disait que pour lui, c'était un candidat au MVP. Ça paraît un peu provoquant comme ça parce qu'il n'a pas les stats d'un MVP. Hein. Ce n'est pas un Jokic, un Giannis, KD, tout ça. Mais sur le terme valuable, vraiment sur le côté, sur l'impact sur l'équipe, c'est sidérant de voir le niveau qu'il a et ce qu'il apporte. Donc, ce serait marrant qu'il soit dans la discussion même aux portes du top 5 pour changer un peu la définition de les critères requis pour ce truc-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai sur la saison de Golden State, c'est lui, quoi. Ouais, tu disais pas les meilleurs stats de sa carrière, pas tout à fait, parce que finalement, en attaque, il n'avait jamais été aussi efficace. Il a pas loin des 54% de réussite au tir. Pour le reste, moi, je ne peux que partager ton avis, Shai. En termes au bout du compte, son principal atout, au-delà de ses attributs physiques, c'est un sens de l'anticipation et un QI basket qui est largement au-dessus de la norme, que ce soit dans le playmaking ou défensivement, où là, c'est carrément, j'entendais, je ne sais plus si c'était Jeff Van Gundy ou un autre coach le qualifier de savant, savant de la défense. C'est exactement ça. Il comprend tout ce qui se passe, c'est pas simplement une anticipation défensive basée sur le feeling, mais c'est aussi basé sur sa compréhension du jeu, sa connaissance des habitudes et des préférences de l'adversaire. C'est une machine. Il y avait un segment avec un passage il est passé avec Doris Burke dans une émission où ils ont disséqué quatre séquences défensives qui sont parmi ses préférées ou qui retranscrivent bien justement son niveau défensif. Et c'est génial de l'entendre expliquer ce qui va se passer et pourquoi il a fait ça, etc. Et je le trouve. Et pour revenir sur le côté consultant analyste qui l'occupe un peu hors saison, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est revenu sur une discussion qu'il a eue avec Jokic il n'y a pas longtemps,
où il expliquait que sur TNT, il avait défoncé Jokic sur 3 vidéos où il avait pointé du doigt le fait qu'il était catastrophique en défense et qu'il était obligé d'augmenter son niveau là-dessus si Denver voulait être compétitif. Et donc, cette saison, il a croisé Jokic, il s'est dit, oh putain, il va m'insulter parce qu'il va voir ce que j'ai dit sur lui, quoi. Et en fait, il lui a juste dit, ah, merci mec, ça m'a complètement fait changer de regard sur la façon dont je défendais et j'ai progressé. Et Draymond a dit, ah oui, j'ai bien vu que tu avais progressé, bravo. Donc, c'est. Cette anecdote est folle. Et je pense qu'il faudra surveiller son après-carrière, elle sera très intéressante à Draymond aussi, je pense. Parce qu'on le voit un peu gueulard comme ça. Moi, je ne m'attendais pas à le voir aussi. Ouais, coach ou même juste analyste, je pense qu'il va être. Parce qu'il a ce côté gueulard qui faisait que je ne l'identifiais pas comme un mec ultra cérébral au niveau basket, en fait. Très Charles injuste. Barkley qui connaît le basket, quoi. Et voilà, c'est ça. Il y a le côté, on le voyait vachement comme un trash talker, Draymond, au final. Il sortait des punchlines folles, il était dans le jeu un peu tough, quoi. Un peu dirty parfois. Et là, l'entendre disséquer les choses aussi brillantes, de manière aussi brillante, c'est fort. En fait, il a les deux. C'est un mec qui joue avec ses émotions, donc parfois ça le fait dérailler ou ça le fait aller trop loin, comme lors de sa fameuse altercation avec Kevin Durant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui comprend très bien à la fois qui comprend très bien tout ce qui se passe en fait. Donc c'est ce paradoxe-là qui est intéressant avec ce joueur-là. Ce qui est marrant, c'est de voir que finalement, moi, j'ai un peu le sentiment que les 2 années où il a vu que ça allait être mort pour les espoirs de titre de Golden State, Ouais, limite, il n'avait pas envie de jouer, quoi. Donc, il n'était pas en forme, il s'en foutait. Et là, il est revenu. Voilà, faut donner du crédit envers lui et puis le staff qui a dû lui faire comprendre que non, là, il y a un vrai truc à jouer dès cette année. Et là, il est arrivé, il était en forme dès le début de la saison, quoi. Ouais, il y a autre chose. En début de saison, il a dit aussi que là, ces gamins commençaient à être assez grands pour se rendre compte qu'il était nul à chier sur le terrain quand il était. Il a dit, ça y est, mon aîné, il m'a dit, papa, t'es pourri. Et Curry, à côté, il joue super bien et toi, tu sers à rien. Donc, je pense que ça l'a boosté aussi. Ouais, mais sa renaissance, je pense, j'irais que ça et évidemment Curry. Bon, il y a beaucoup de facteurs, mais sa renaissance est clairement et sa renaissance offensive, parce qu'il est bon en attaque. Même s'il ne marque pas tant que ça, il est bon en attaque. Je pense que c'est un gros facteur du succès de Golden State cette saison. Sachant que c'est le meilleur défenseur de la ligue. Tu disais, pardon? Sachant que c'est le meilleur défenseur de la ligue, je tiens à rappeler ça, voilà, même si n'en déplaise à nos confrères, à nos camarades, nos compatriotes. Non, mais après, bon, ce titre de meilleur défenseur, il y a plusieurs joueurs qui peuvent le briguer. Lui, ce qui est clair, c'est que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire. La question ne se pose même pas. Je ne parlais pas du trophée. J'ai juste dit que c'était le meilleur défenseur. Je n'ai pas dit qu'il serait élu meilleur défenseur. J'ai dit que c'était le meilleur défenseur. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je n'enlève rien aux autres candidats. Pour le coup, effectivement, on vous en parle un peu de Draymond dans le dernier MOOC spécial Bad Boys, d'un article justement de toi, Antoine, où tu le qualifies de dernier Bad Boy. Un mec, en tout cas, clairement intéressant avec ses contradictions et puis ses forces et ses faiblesses comme chacun d'entre nous. En tout cas, là aussi, c'est sûr, c'est que ça sera l'un des artisans des succès potentiels des Warriors cette saison. Là, on vous a cité un certain nombre de choses qu'on avait hâte de voir. Il y en a plein. Vraiment, cette année, je trouve que le championnat est particulièrement ouvert et intéressant. Même la saison régulière a rarement été aussi intéressante. Je pense qu'elle va le rester jusqu'au bout. On est ravis de ce qui se profile. De notre côté, on va continuer à essayer de vous donner des choses tout aussi excitantes, que ce soit sur Basket Session au quotidien ou bien dans les prochains numéros de Rivers. Sur lesquels on a déjà commencé à travailler. De toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, on vous souhaite de rester en forme et de faire bien attention à vous. Ciao. Ciao.